Nous entrons dans un cadre voulu par la Russie qui consiste à faire durer la guerre, parce qu'il ne sera pas possible de se mettre d'accord rapidement sur tout. Le problème, c'est que nous le savons déjà ici, que pour l'Occident, la seule parole qui compte, c'est celle des Américains. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors pour cette vidéo, je viens déjà de faire une vidéo, je ne sais pas, normalement elle doit être publiée avant celle-ci, où je vous ai montré l'impact de la négociation russe-américain avec les Russes et le revirement diplomatique des États-Unis dans la région de Grand Lac. Selon moi, ça a un impact sur l'évolution du conflit ukrainien et de différentes spéculations de propositions qui sont données maintenant. Et donc maintenant, nous allons voir ces différentes propositions et commenter la réaction de Zelensky et surtout voir si ce qui est spéculé dans les médias mainstream occidentaux correspond à ce que nous savons des souhaits des Russes. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Alors pour cela, nous allons revenir une fois de plus sur LCI, parce que sur LCI, ils ont un ébauche de ce qui est envisagé. Et ensuite, nous commenterons aussi la réaction de Zelensky sur cette même séquence de LCI. Les propositions de Donald Trump, le plan Trump, on l'attendait depuis de nombreux jours. Il avait fait l'objet de beaucoup de rumeurs, de beaucoup de supputations. Cette fois-ci, il semble se confirmer de plusieurs sources et il semble comprendre en particulier, bonsoir mon général, en particulier une concession majeure. Il faut peut-être relire quelques-uns des points, en l'occurrence la reconnaissance de la Crimée comme territoire russe, c'est-à-dire l'acceptation de l'annexion qui avait lieu depuis 2014, mais pas seulement de fait, ça c'est déjà le cas, mais de droit, ce qui évidemment serait un choc gigantesque. L'engagement que l'Ukraine n'entrera pas dans l'OTAN, la Russie qui conserverait l'occupation des territoires conquis. Écoutez la réaction de Volodymyr Zelensky ce soir et évidemment sa colère. L'Ukraine ne reconnaît pas légalement l'occupation de la Crimée. Il n'y a rien à dire. Cela va au-delà de notre constitution. Il s'agit de notre territoire, le territoire du peuple ukrainien. Dès que nous commençons à parler de la Crimée, de nos territoires souverains, nous entrons dans un cadre voulu par la Russie qui consiste à faire durer la guerre, parce qu'il ne sera pas possible de se mettre d'accord rapidement sur tout. Général Yakovlev, tout se clarifie ce soir. Voilà. Donc vous venez d'attendre la réaction de Zelensky. À cela, vous avez compris ici, maintenant vous voyez mieux ce que j'avais dit dans mes précédentes vidéos. Si vous allez sur ma chaîne, vous pouvez voir les conditions posées par Vladimir Poutine pour avoir des négociations ou des cessez-le-feu avec l'Ukraine. Il a toujours dit, il faut, la cause numéro 1, les autorités en place, il les considère comme illégitimes. Les bataillons de machin là qui y a là-bas, il faut les neutraliser, démilitariser l'Ukraine, oubli de l'extension de l'OTAN à l'Ukraine, et ensuite, on pourra commencer les négociations de paix. Ici, il n'est pas dit ces choses-là, mais ça, c'est la proposition de paix ou les spéculations de la proposition de paix selon LCI. Selon BFM TV, ils vont plus loin que ça. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo ou la première vidéo, sur BFM TV, il y a un peu plus de détails. Oui, parce que les Américains sont relativement optimistes, ils veulent pousser leurs pions. Et c'est vrai que depuis jeudi dernier, depuis cette rencontre à Paris où il y avait les Américains, les Européens et les Ukrainiens, on se posait la question de savoir ce qu'il y avait dans ce plan américain. On n'a pas su grand-chose jeudi soir. Depuis quelques jours, il y a des fuites dans la presse américaine et les choses sont un peu plus claires maintenant. Le premier point central, c'est que le point de départ de ce plan de paix, c'est un cessez-le-feu qui fige le front tel qu'il existe aujourd'hui. On ne touche à rien, on arrête les combats et on reste là où on est. Ça veut dire très concrètement que les Russes continuent d'occuper ces 4 régions de l'Est de l'Ukraine qu'ils occupent pour l'une d'entre elles en quasi-totalité, pour les 3 autres environ aux 2 tiers.
Pour autant, on ne reconnaît pas la souveraineté russe sur ces territoires et donc on sépare en quelque sorte l'état de fait. Ils sont là, ils sont présents, et l'état de droit. Ce territoire reste juridiquement, en tout cas, ukrainien, et ça, c'est évidemment très important. Il reste la question de la Crimée. Et là, une évolution majeure, pour ne pas dire une volte-face de la part des États-Unis, qui semble prêt à bouger et prêt à reconnaître que désormais, la Crimée est russe. Un autre point important, on établirait autour de la centrale de Zaporijjia une sorte de territoire élargi qui serait un territoire neutre, dont les Américains proposent qu'il soit placé sous leur protection et qui pourra alimenter en électricité tous les alentours, qu'il s'agisse des territoires ukrainiens ou des territoires occupés par la Russie. L'Ukraine renoncerait, et on sait que les Américains sont assez fermes là-dessus, à devenir membre de l'OTAN. Et puis le dernier point, puisque l'Ukraine reste un État souverain, eh bien un État souverain, il a une armée, donc l'Ukraine conserverait son armée et l'Ukraine serait libre de décider d'accueillir d'autres armées pour la protéger. On pense évidemment à ce projet d'avoir des soldats européens et des moyens de défense européens sur le territoire ukrainien. Voilà, ici, vous voyez que nous sommes dans une extension des propositions possibles ou des points possibles dans ce traité. Et surtout, ici, n'oubliez pas que nous sommes sur une chaîne qui est pro-gouvernementale, pro-gouvernement français. Comme je vous l'avais montré dans la précédente vidéo, les Français, ou comme je peux vous le montrer ici, parce que dans la précédente vidéo, je ne suis pas vraiment rentré dans les détails, mais les Français, après cette fameuse réunion, se sont vite empressés d'aller raconter que, soi-disant, les Américains, ils étaient alignés avec eux. Nous avons cette fameuse réunion qui commence ici. Regardez. C'est un succès diplomatique pour la France, puisque c'est la première fois que les Américains, les Ukrainiens et les Européens sont autour de la même table. Puisqu'il s'agit évidemment d'avancer vers l'objectif que nous avons en commun, c'est la paix. Et ça commence par un cessez-le-feu pour que des négociations puissent se tenir. Et pour que tout cela puisse advenir, eh bien, il faut poursuivre le dialogue. C'est l'objet des rencontres qui se sont tenues tout au long de la journée, à l'Élysée d'abord, puis au Quai d'Orsay. Vous avez une image claire d'alignement, d'unité à Paris, des Européens, des Américains et des Ukrainiens. Alignés. On est alignés, les trois. Mais bien sûr, on est alignés sur la volonté de trouver une paix, sur la volonté de la construire avec les Européens et avec les Ukrainiens, et après sur les paramètres qu'on va construire. Ça, ce sont des grands principes, mais sur continuer des livraisons importantes d'armes, ça, est-ce que les États-Unis sont vraiment d'accord pour de fait, les livraisons d'armes, encore une fois, que ce soit des Européens ou des Américains, aujourd'hui, elles continuent. Voilà. Bon, avant même que je vous fasse part de Rubio, juste sur ce point-là, comme je vous l'avais déjà montré dans la précédente vidéo, ce qui est incompréhensible concernant le Patriot, c'est que c'est une arme défensive. C'est une arme qui, toutes les nuits, pourrait sauver des vies en Ukraine. S'il y avait une batterie patriote à Soumy, peut-être que le drame d'il y a 3 jours aurait pu être évité. Donc avec cette décision, eh bien, Donald Trump prend le risque d'avoir du sang sur les mains dans les prochaines semaines. Voilà. La décision, c'était quoi? C'est que les États-Unis ont décidé de ne pas fournir d'armes à l'Ukraine, de ne plus vendre de missiles patriotes à l'Ukraine. Donc, entre le ministère du Quai d'Orsay qui est en train de raconter n'importe quoi sur l'alignement des Américains avec les Européens, vous voyez bien que concrètement dans les faits, c'est ne pas ce que l'on a observé, et surtout dans les faits, c'est que Rubio, en allant reprendre son avion, a calmé les ardeurs françaises en disant ceci. We had positive meetings yesterday. Obviously, the Ukrainians have to go back home. They have to run it by their president. They have to take into account, their views on all of this, and we hope to hear back from them very soon. The Ukraine war is a terrible thing, but it's not our war. We didn't start it. The United States has been helping Ukraine over the last 3 years, and we want it to end. This is important, but there are a lot of other really important things going on that deserve just as much, if not more, attention. So if they're serious about peace, either side or both, we want to help. If it's not going to happen, then we're just going to move on. Voilà. Ici, il fait bien clairement comprendre que, ce n'est pas la guerre des États-Unis, c'est pas eux qui l'ont commencé. Ils sont en train d'aider, mais ils en ont marre d'aider, ils veulent passer à autre chose. Et si
l'un des deux côtés bloque, ils passeront à autre chose. Et maintenant, prenez tous ces points-là en considération pour envisager ou analyser la suite des événements. Si on revient à ce qui se disait sur BFM TV, on comprend bien que sur BFM TV, la proposition de paix dont ils sont en train de nous parler est plus remplie des aspirations des Européens pour l'Ukraine que des aspirations des Américains pour l'Ukraine. Envisager la cession de Zaporizhzhia pour qu'elle puisse alimenter le côté ukrainien en électricité, que l'Ukraine reste armée, que l'Ukraine puisse accueillir en son sein des soldats des pays de l'OTAN. C'est qui avait envisagé toutes ces choses-là? N'est-ce pas Macron, Starmer et les Européens? Et surtout, le culot. Hein? Quand on dit que les gens, quand ils n'ont plus de pouvoir, c'est là qu'ils font le plus de bruit. Vous avez ici la commissaire, soi-disant, de la politique diplomatique de l'Europe. European Union will never recognize Crimea as part of Russia. US top diplomatique Kaja Kallas. Voilà. La chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, dit que l'Europe ne reconnaîtra jamais l'Ukraine comme étant un territoire russe. Comme s'ils ont leur mot à dire. Comme s'ils ont leur mot à dire. La seule chose qui faisait que les Européens pesaient sur la scène internationale, c'était la garantie que leurs grands frères, les États-Unis, peu importe les bêtises qu'ils feraient, seraient là pour leur défendre, comme l'avait défini Alain Foucault dans sa vidéo. C'est le sale gosse qui s'amusait à torturer tout le monde parce qu'il savait qu'il était protégé par son grand frère. Aujourd'hui, son grand frère n'est plus en mesure de le protéger et maintenant le sale gosse ne veut plus quoi faire. Il croit qu'il peut toujours faire les mêmes bêtises qu'avant et qu'il sera protégé. Ce que les États-Unis disent que non, ça c'est fini. Et si les États-Unis ne sont plus là pour être la force derrière les bêtises des Européens, eux-mêmes n'ont pas la force de garantir les choses qu'ils veulent demander. Puisque nous le voyons bien, la confrontation commerciale entre les États-Unis et la Chine est en train de se finir avec des tarifs douaniers qui seront bénéfiques aux deux. Mais par contre, dans sa guerre commerciale contre l'Union européenne, la proposition européenne faite par von der Leyen avait déjà en soi été rejetée par Donald Trump qui avait dit que ce n'était pas assez. Et donc maintenant, on va revenir sur cette deuxième partie de ce qui a été dit sur LCI, parce que le monsieur avait fini de nous dire les propositions possibles de cet accord de paix en Ukraine. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il a à dire sur la suite. C'est bien un État sujet. Voilà, ça commence. Qui ne sont pas évoqués, qui sont évidemment des sujets très importants. Quid du sort des enfants ukrainiens qui ont été enlevés et placés auprès des familles russes? Ça, évidemment, c'est crucial pour les Ukrainiens. On ne sait pas grand-chose là-dessus. Comment est-ce qu'on finance la reconstruction de l'Ukraine? Évidemment, les Ukrainiens poussent pour que ce soit les Russes qui mettent la main à la poche et qu'ils reconstruisent et qu'ils payent pour ce qu'ils ont détruit, bien sûr. Bon, rappelons que les partis les plus détruits par les Russes sont les partis qui sont en possession russe. Donc, rappelons juste les absurdités. Les partis les plus détruits par les Russes sont les partis en possession russe. Donc, pourquoi les Russes vont donner de l'argent aux Ukrainiens pour réparer ce qui est devenu leur propriété ou ce qui sera devenu leur propriété? Voilà les bêtises. Ce n'est pas l'argent pour reconstruire que l'Ukraine veut avoir, c'est l'argent pour payer les folies de Zelensky parce qu'ils n'ont pas d'argent à rembourser aux Européens parce que ce qui est l'argent du futur de l'Ukraine, on sait déjà que les Américains vont mettre la main dessus. Voilà les bêtises. Et puis au-delà de ce cessez-le-feu, une fois qu'on a tout figé, comment est-ce qu'on établit dans le temps des garanties de sécurité? Quand on fait le bilan de tout ça, on voit qu'il y a une volonté, et ça ne surprendra pas de la part des Américains, d'avoir une approche extrêmement pragmatique. En gros, on part de l'existant, on fige les choses et on voit comment on peut amener les gens à de meilleurs sentiments. C'est pas la position américaine. Sergei Lavrov l'avait déjà dit. Si vous voulez négocier avec nous, il faut partir de la réalité du terrain. Comme disent les Russes, ce qui est à nous et à nous, ce qui est à vous, on veut éventuellement en discuter.
Ce n'est pas l'approche américaine. L'approche américaine est transactionnelle. Ça veut dire il faut que ça soit gagnant-gagnant. Les Russes, pour l'instant, dans ce qui est dit là, il n'y a rien de gagnant-gagnant. C'est ce qu'ils ont déjà. Négociation ou pas, les territoires là conquis sont déjà à eux. Les Ukrainiens ne sont pas en capacité de les prendre. Et si les Ukrainiens continuent encore la guerre, c'est parce que les États-Unis continuent encore de fournir ce que Biden a déjà engagé. Mais les États-Unis savent que c'est plus qu'une affaire de semaines avant que ce que Biden avait donné se finisse et que l'Ukraine se trouve en réelle difficulté et commence à, j'allais dire saigner du nez parce que l'image de manga me vient dans la tête, mais commence à pleurer. Mais on voit aussi que sur des sujets fondamentaux, on ne voit pas comment les points de vue pourraient se rapprocher. On ne voit pas comment l'Ukraine pourrait accepter l'idée de signer un traité qui dise que les Russes sont fondés à rester sur les territoires qu'ils ont conquis, que la Crimée devienne russe. Et on ne voit pas comment les Russes, de leur côté, pourraient accepter une armée ukrainienne et des soldats étrangers sur le territoire ukrainien. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire et c'est assez étonnant de voir quand même les Américains, y compris, on en parlait tout à l'heure, Caroline Leavitt, la porte-parole de la Maison-Blanche, se montrer relativement optimiste sur l'issue de ces 3 échéances de la semaine. Donc je les rappelle. C'est peut-être parce que vous vous trompez sur les propositions. Peut-être parce que vous évitez de voir ce que les États-Unis sont en train de faire à côté et que j'ai déjà montré ou exposé dans une autre vidéo. Les États-Unis voulaient aider l'Ukraine en s'emparant d'une partie substantielle de l'Ukraine. C'est encore là, vous les Européens, qui avez fait capoter ces plans. Et donc Marco Rubio n'est pas venu pour soi-disant être en négociation, en accord avec les Européens. C'était pour vous dire, et l'Ukraine, et vous allez vous retrouver face aux Russes, et nous, on ne sera plus là. Parce que nous, maintenant, on veut notre argent, on veut notre business, on veut passer à autre chose. Eux, ils essayent de faire passer ça comme une réussite des Européens, machin, tout ça. Non. Ils sont en train de sortir de là parce que pendant qu'ils se font quelque chose de ce côté et que les Européens veulent vous faire, veulent que vous vous concentrez sur ça, de l'autre côté, les Américains sont déjà en train d'engager autre chose. Vous avez bien vu dans tout ce qui a été dit là. Donald Trump, il avait dit que la première étape, c'était quoi? C'était de signer l'accord sur les minerais avec les Ukrainiens. Est-ce que l'accord sur les minerais avec les Ukrainiens a été fait? Non. Mais s'ils sont confiants sur le fait que l'Ukraine va signer ou que la proposition de paix va être truc, peut-être que c'est pas ça la réelle proposition de paix qui va venir. Peut-être que on va mettre Zelensky devant les réalités maintenant. Tu ne voulais pas signer. Tu n'as pas voulu signer en avril 2022. Tu n'as pas voulu signer le premier contrat qu'on t'a offert. Tu n'as pas voulu signer le deuxième contrat offert. Grâce aux Russes, grâce à ce qu'on va faire en Afrique, assez pour éviter l'effondrement que vous allez connaître en Europe. Et donc, on va te laisser avec les Russes, ils vont te massacrer. Et nous, comme tu nous dois beaucoup d'argent, on sait qu'on sera des créanciers privilégiés. On va venir se servir en premier sur ce qui te restera. Et là, tu ne pourras rien dire. Parce qu'économiquement, tu seras à terre. Et là, maintenant, si l'Union européenne veut te faire rentrer dans l'Union européenne, qu'elle te fasse rentrer. Comme ça, on va voir comment les populations européennes qui devront payer la facture, comme ils ont déjà fait pour la Grèce, vont réagir. Demain, cette réunion à Londres, où, selon le même format qu'à Paris, on remet tout le monde autour de la table européenne, et on parle de ce que vous venez de nous présenter. Et on travaille sur cette ébauche de plan de paix. Ensuite, Steve Witkoff va présenter sa copie aux Russes. Et puis, potentiellement, on le voit à l'image, Donald Trump, samedi à Rome, qui pourrait rencontrer le président Zelensky. Voilà. Et donc, maintenant, on revient ici pour voir juste un tout petit peu qu'est-ce qu'eux, ils ont commenté ici. Parce que ici, nous venons de voir la chaîne pro-gouvernementale qui nous raconte n'importe quoi. Ici, nous allons voir la chaîne anti-propagande russe qui même s'est retenue de rajouter tous ces trucs pro-européens à l'accord de paix et a juste dit les choses que les Russes avaient demandées ou que les Russes avaient mises en avant. Mais même là encore, nous sommes loin du compte de ce que Vladimir Poutine a toujours demandé et a toujours voulu. Alors d'abord, on n'a pas tout. Là, je vois sur l'entête les options pour l'Ukraine. Je ne sais pas si on appelle ça des options. Et puis là, il y a quelques éléments. J'ose espérer que dans son plan, il y a autre chose.
Et ensuite, c'est les États-Unis ne font pas le droit international. Ah bon? Ils ne sont pas la source du droit. Donc si les États-Unis de Trump veulent reconnaître la Crimée comme territoire russe, ce qui est une abomination au sens religieux du terme, ce qui est une trahison, etc. Donc on va arrêter les qualificatifs. C'est que eux, quoi. Je veux dire, le Venezuela l'a fait, le Bélarus l'a fait, la Chine ne l'a pas fait. Donc Trump se met dans le même sac que Maduro et Loukachenko. Voilà. Donc les Américains, s'ils veulent reconnaître la Crimée, c'est scandaleux, mais ça ne veut pas dire que c'est reconnu. Regardez bien la carte. Le problème, c'est que nous le savons déjà ici, que pour l'Occident, la seule parole qui compte, c'est celle des Américains. Si les Américains disent qu'ils reconnaissent cet état de fait, qu'est-ce qu'on en a à faire que la France ne le reconnaisse pas? La France, elle a quel poids diplomatique dans le monde qui est en train de venir? La France isolée ne vaut rien, l'Allemagne isolée ne vaut rien, l'Union européenne, à cause de son illégitimité face aux nations européennes, ne vaudra plus rien s'il n'y a pas les États-Unis pour garantir les choses qu'ils veulent. Nous l'avons déjà vu aux Nations Unies, nous le voyons maintenant tous les jours. Et ici, ça me fait de la peine pour les Européens. Et je veux voir si je peux retrouver la vidéo de Poutine où il dit les conditions que lui, il attend pour faire la paix. Comme ça, on boucle une bonne fois pour toutes cette séquence de LCI. Donc, on va aller sur Excellent Tips. Voilà, c'était quelque part ici dans cette vidéo. Proposition, donc j'espère que tout ira bien pour vous. Et j'aimerais, si possible... Voilà, c'était ici, quand ce jeune homme pose la question par rapport aux négociations et à ce qui sera dans le futur possible. En savoir plus d'en haut. Le déroulement des négociations et leurs résultats possibles. Ne vous en préoccupez pas. Faites simplement votre service et c'est tout. Remplissez votre devoir. Mais en général, c'est une blague. Je comprends que tout le monde dans le monde et dans notre pays, toutes les personnes, suivent cela de près. À cet égard, je voudrais d'abord dire que, à mon avis, les présidents nouvellement élus veulent sincèrement mettre fin à ce conflit. Pour un certain nombre de raisons, je ne vais même pas en parler maintenant. Il y en a beaucoup, mais à mon avis, cela avance lentement. Mais il est clair que le conflit dont j'ai parlé, et je viens de donner une brève caractéristique de ce qui s'est passé récemment, est tout de même complexe. Et il nécessite une discussion et une approche minutieuse. Nous sommes pour résoudre toutes ces questions par des moyens pacifiques. Et j'ai aussi dit quelque chose à ce sujet. Nous avons entrepris dès le début, et une chose, et une autre, et une troisième. C'est pourquoi nous sommes pour résoudre ces questions par des moyens pacifiques, mais en éliminant les causes profondes qui ont conduit à la situation actuelle. Nous devons, bien sûr, assurer la sécurité de la Russie sur une perspective historique à long terme. Toute démarche visant à résoudre cette tâche sera accueillie favorablement par nous et nous allons travailler avec tous les partenaires qui aspirent à cela. Ce ne sont pas seulement les États-Unis, c'est aussi la République populaire de Chine, c'est aussi l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, tous les pays des BRICS et bien d'autres, par exemple, y compris la République populaire démocratique de Corée, avec laquelle nous avons signé un accord. Il y a l'article 4. Beaucoup a été dit sur comment et ce que nous devons faire, nous soutenir mutuellement. Et cela fonctionne, et de ce côté aussi, dans le domaine technico-militaire et militaire. Oui, à Kiev, nous sommes prêts avec le... Voilà, vous avez attendu? Quand il envisage les pays avec qui envisager un traité de paix ou négocier les conditions pour arrêter le conflit ukrainien, il n'a pas parlé des Européens. Il a parlé de tout le monde sauf les Européens. Sauf que de l'autre côté, vous attendez les autres là qui n'arrêtent pas de baver sur quoi ils vont faire leur truc à l'Élysée, à Londres, et qu'ils vont imposer ça aux Russes. Voilà pourquoi il faut prendre avec des pincettes, soi-disant cette proposition commune des États-Unis avec les Européens pour opposer aux Russes. L'Europe d'ailleurs, c'est juste qu'ils se comportent de manière incohérente, essayant constamment de nous duper. Ce n'est rien, nous y sommes déjà habitués. J'espère que nous ne ferons pas d'erreur. Basé sur la confiance envers nos soi-disant partenaires. Mais dans l'ensemble, il y a un problème. Là-bas dont on en parle, mais en passant, et moi-même j'en parle aussi. En quoi consiste-t-elle? Elle consiste en ce que dès le début, après l'effondrement de l'Union soviétique, une grande influence dans le pays, en Ukraine, oui,
est exercée par les soi-disant nazis, comme on les appelle en Ukraine même, les nationalistes, des gens, au vu néo-nazis. E.T., ce n'est pas nous qui avons inventé cela. Vous savez, ce qui est curieux, c'est que peu de gens s'en souviennent maintenant. Et déjà en 2017, la même chose, au Congrès des États-Unis, un amendement a été introduit dans la loi interdisant de financer, soutenir et entretenir toute relation avec une unité telle que Azov. Et le législateur américain a directement qualifié cette organisation paramilitaire de terroriste. Antisémite. De plus, bien que le Sénat ne l'a pas soutenu à l'époque, mais un an plus tard, je crois, ou deux, les initiateurs de cette loi, parmi lesquels se trouvait le plus ancien député du Congrès des États-Unis, ont finalement soutenu cette loi. Et elle a été adoptée par le Congrès. Le Congrès des États-Unis a qualifié cette organisation de terroriste, antisémite, néo-nazi. Mais depuis, rien n'a changé. Ils sont restés tels qu'ils étaient. Qu'est-ce qui a vraiment changé là-bas? Rien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et en 2022, le département d'État, en se référant au fait que cette formation Azov a été intégrée aux forces armées de l'Ukraine, a pris la décision que, eh bien, apparemment, la loi a été structurée de manière à ce qu'ils puissent recevoir de l'aide. Le fait qu'il ait été intégré aux forces armées de l'Ukraine, rien n'a vraiment changé. Leurs opinions, leurs actions, tout est resté tel qu'il était. Et maintenant, encore plus que cela. Maintenant, ces unités, y compris Azov, prévoient de renforcer et de créer également des divisions à partir d'eux. Cela signifie que ces personnes acquièrent de plus en plus d'armes, plus de partisans et enrôlent d'autres, leur imposant leurs opinions. À quoi cela mène-t-il? Cela conduit au fait que les organes civils, les autorités, aujourd'hui, en réalité, conformément à la Constitution en Ukraine, ne sont pas légitimes. Les élections n'ont pas été organisées là-bas par les présidents. Et la Constitution est conçue de telle manière que les présidents y sont nommés, y compris les organes régionaux du pouvoir, les gouverneurs sont nommés, etc. Si lui-même est illégitime, alors tous les autres le sont aussi. Ainsi, dans ces conditions d'illégitimité de fait, les formations néo-nazies reçoivent des armes supplémentaires et recrutent de nouvelles personnes dans leur rang. À quoi cela mène-t-il? Cela peut conduire au fait que le pouvoir réel est entre leurs mains. Et cela signifie à son tour qu'il est déjà difficile de savoir avec qui signer quoi que ce soit, et il est déjà difficile de savoir quelle force ils ont, parce que demain d'autres dirigeants viendront, qui arriveront par des élections et diront « Eh bien, qui a signé? Cela nous ne savons pas, au revoir. » Bon. Mais ce n'est même pas la question est que ces formations néo-nazies, comme Azov et il y en a d'autres, commencent en fait à diriger le pays. En effet, la question se pose comment faire, comment négocier avec eux. En effet, dans de tels cas, la pratique internationale suit le chemin connu dans le cadre des activités de maintien de la paix des Nations Unies. Cela a déjà été fait plusieurs fois sous ce qu'on appelle la gestion externe, l'administration temporaire. C'était le cas au Timor oriental, je crois, en 1999. C'était le cas dans certaines parties de l'ex-Yougoslavie. Comme cela a été fait en Nouvelle-Guinée. En général, une telle pratique existe. Et en principe, bien sûr, on pourrait, sous l'égide de l'ONU, avec les États-Unis, même avec les pays européens, bien entendu avec nos partenaires et amis, discuter des possibilités d'introduire une administration temporaire en Ukraine. Et pourquoi? Pour organiser des élections démocratiques, pour amener au pouvoir, j'espère, un gouvernement capable et jouissant de la confiance du peuple. Et ensuite, avec eux, revenez à la queue, commencer des négociations sur un traité de paix, signer des documents légitimes qui seront reconnus dans le monde entier et qui seront fiables et stables. Mais ce n'est qu'une des options. Je ne dis pas qu'il n'en existe pas d'autres. Non, elles existent. En ce moment, simplement, les possibilités de tout mettre en ordre. Et peut-être même qu'il est impossible de tout organiser, car la situation change rapidement. Mais c'est une des options. Et une telle pratique existe dans le travail des Nations Unies. Je l'ai déjà mentionné. Mais en général, nous accueillons favorablement la résolution de tout conflit, y compris cet événement. Mais pas à nos frais. Voilà, donc vous venez de voir, c'était important pour moi de rappeler ici, c'était le 27 mars 2025, Poutine avait dit, au-delà du fait que Sergueï Lavrov a déjà dit qu'il n'accepterait aucun soldat d'un pays membre de l'OTAN en Ukraine, que Poutine avait déclaré qu'il faut démilitariser l'Ukraine parce qu'à cause
de qui vous voyez et des causes profondes. C'est quand il parle de causes profondes, c'est ça. C'est ces gens-là qu'il vise. Il veut que ces gens-là soient démis du pouvoir en Ukraine. Et dans les propositions de paix pro-ukrainiens, soi-disant, ou pro-européens, on ne parle pas de ça. Et donc, je suis impatient, comme vous, de voir quelle sera, demain ou après-demain, les réelles propositions des Américains pour mettre fin à ce conflit. C'était tout pour cette vidéo, probablement trop longue pour vous. Donc, peace out.